Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, président du comité stratégique des magasins Leclerc. Avec moi pour m'accompagner et vous opérer, pour vous interroger évidemment, Arlette Chabot. Merci d'être à mes côtés. Nous évoquerons évidemment ensemble la situation politique, information du service TF1 LCI. L'annonce du gouvernement n'interviendra pas avant cet après-midi au plus tôt. Incertitude donc quant à une nomination aujourd'hui. François Bayrou a promis une annonce de gouvernement avant Noël. On en parlera ensemble parce que vous êtes exprimé en parlant d'une séquence stressante, un peu inaudible, et votre voix compte aussi. Si vous êtes là d'abord, Michel-Édouard Leclerc, c'est que vous ne serez pas dans un gouvernement François Bayrou. Votre nom revient régulièrement. On sait qu'avec Michel Barnier, vous aviez discuté. Vous ne serez pas ministre ? Non, franchement, ça me plairait beaucoup. Je crache pas dans la soupe, malgré que la séquence la donne pas envie. J'aime le débat public, je crois en l'action publique, je crois au primat des choix politiques sur les choix d'entreprise, je crois pas à la République des entreprises. Mais franchement, aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus utile sur le terrain, y compris à accompagner des actions politiques, mais en tout cas pour créer des emplois, pour défendre le pouvoir d'achat, je suis plus utile à accompagner des chefs d'entreprise, les 160 000 collaborateurs de mon enseigne, je suis plus utile à essayer de vendre moins cher que le Carrefour d'en face, que le Intermarché d'en face ou le Système U. Et d'ailleurs, c'est cette concurrence-là qui fait que, effectivement, on peut envisager une année 2005 avec des 2025 sans inflation. Vous voyez, et ça, c'est pas le gouverneur de la Banque de France, c'est pas le ministre des Finances qui va le décréter. C'est cette saine concurrence de gens, d'hommes et de femmes, de terrain, dans leur métier. C'est nous qui gagnons les points là. Donc je suis plus utile là sur le carrelage des magasins ou dans les écoles, parce que je suis aussi président de deux écoles. Je suis à la tête d'une école qui s'appelle Neomar, une école de management entre Reims et Rouen et Paris. J'anime un centre de recherche qui s'appelle l'IRIS, créé par Pascal Boniface. Mais on parlera de la situation. Ce que je veux dire, c'est que vous me posez une question personnelle, je me la pose, on me la pose, je vous confirme qu'on me la pose. On vous l'a posée ? Tout le temps, mais souvent. Parce que Leclerc, c'est populaire, parce que Leclerc, c'est proche du public. Mais moi... mais quand je dis on vous la pose, les journalistes vous la posent, mais est-ce que des membres du gouvernement, des hommes politiques vous ont fait des offres de service ? Mais depuis Pierre Bérégovoy, Michel Rocard, etc. Même quand j'étais un jeune chef d'entreprise trituré déjà par Arlette, on me la posait. Mais franchement, je cherche l'utilité sociale. Il y a un moment où la popularité, la richesse, le pouvoir, ça doit être mis au service de quelque chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis plus utile à essayer dans l'action. Dans l'action. Et on parlera de votre action, Arlette. La situation est sérieuse, grave. Vous auriez aimé, par exemple, qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, façon Général de Gaulle à la Libération, tout le monde s'unit pour, guillemets, sauver la France. Là, par exemple, vous auriez pu trouver une place. Alors, pour moi, j'allais dire... Je ne sais pas trop les mots qu'il faut utiliser parce qu'il y a les baselines en bas là, qui restent. Je dirais que quelles que soient les personnalités qui vont gouverner la France, je pense qu'il y a quand même, au-delà des personnes, 2 ou 3 sujets qui doivent faire une forme d'unanimité nationale, qui sont remettre l'ascenseur social en route, parce que depuis le débat sur les retraites, on a tout dit et n'importe quoi. Tout le monde dit qu'il y a des inégalités, mais le plan d'action pour que les gens puissent, sans travailler plus, sans qu'on leur réduise leur retraite, tout ça, ça peut se discuter, mais gagner leur vie en travaillant, un travail qui paye, ça mérite un vrai sujet. Les inégalités sociales, on parle toujours de taxer les riches, mais en fait, une politique de revenus, comment ça s'articule, les dividendes, les salaires, vous voyez, la participation, les primes, ça mériterait un sujet aussi. Pourquoi je dis ces sujets sociaux ? Parce que ça sécuriserait les Français et le reste, ce serait après. Et puis, pour les entreprises aujourd'hui, on est parti, mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte, j'écoute LCI le soir, souvent vous avez ces sujets-là, mais
toutes les entreprises françaises. Alors, des boîtes comme les nôtres, elles sont grandes, on a des compétences, on fait appel... Et vous avez les reins solides. On a les reins solides. Mais vous voyez, toutes les petites PME, même les ETI, ce qu'on appelle les entreprises de taille moyenne, et même les start-up qui ont trouvé des moyens de se financer, aujourd'hui, elles doivent faire face à la révolution digitale. C'est pas la même chose. À l'arrivée d'Amazon, ça modifie complètement la relation avec les clients. Que vous vendiez du lourd, que vous vendiez aux entreprises, aux consommateurs, c'est une révolution pour toutes les entreprises. La décarbonation, la sobriété énergétique, dans mon secteur, c'est 11 milliards par an qui vont être investis par des boîtes. Mais pour reprendre la question... Donc, c'est pour vous dire, on a besoin... Juste, pardon. Bien sûr. On a besoin de gens qui portent des dossiers de long terme. On a besoin d'une planification, on est pour, on est contre, on discute, on enrichit. Mais ce débat aujourd'hui, là, qui est un petit bout sur la taxe sur le sucre, un petit bout sur... Ça ne répond à rien pour les chefs d'entreprise, et ça stresse les Français, au-delà des personnes, de voir qu'il n'y a pas quelqu'un aux manettes, quoi. Et pas au sens gaulliste du terme ou gaulien. C'est pas simplement la personnalité, le leader maximal. C'est juste une équipe qui porte au moins les dossiers de fond. Et donc, de ce point de vue, que ce soit Barnier, que ce soit Bayrou, ces hommes sont capables de le faire. Mais c'est un peu toute la classe politique aujourd'hui qui est prisonnière d'une vue sur elle-même, et prisonnière aussi du temps des médias. Parce que vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, ça exige le temps long. Et même entre nous, nommer un gouvernement, faire un budget, c'est incroyable que tous les soirs, on discute sur tous les plateaux de télé de savoir ce qu'il va y avoir dans un budget au bout de 2 mois. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Ça va trop vite, vous dites ? Mais personne dans nos boîtes, personne à Carrefour va vous sortir un budget en 2 mois impliquant des milliards et des milliards. Donc, il y a des recettes, il y a des plans stratégiques à énoncer. C'est ça qui doit faire la communauté de gouvernance, la communauté d'intérêt. Et après, on a le temps, sur 1 an, de travailler, de présenter au Parlement des options. Juste un mot sur les enjeux que vous venez de définir. On voit bien qu'il y a dans la chicaya, du « moi je veux ça, non je veux pas ». Vous les trouvez globalement irresponsables quand même, les politiques, irresponsables dans la situation actuelle. Je les trouve pas pros. Je les trouve pas professionnels. Il y a des belles personnalités, il y a des gens qui... Je connais presque autant que vous, Arlette, et je connais vraiment, pour beaucoup d'hommes politiques, dans le privé et même sur le débat public, il y a des gens très riches, et je ne veux pas nourrir l'antiparlementarisme. Mais est-ce que vous imaginez que moi je pense, par exemple, il y a une interview excellente de mon concurrent Alexandre Bompard dans Le Parisien, il dit des choses très intéressantes. Il plaide pour sa boîte, moi je plaide pour ma boîte, mais on ne se tacle pas en public en disant tu vends de la merde, c'est pas bien. En vous attaquant publiquement, même si peut-être vous pouvez avoir des désaccords. Vous imaginez, vous êtes dans vos chaumières là, il fait pas beau, il fait froid, la nuit tombe vite, et vous voyez vos représentants, même quand vous êtes militant, quand vous voyez vos représentants se taper comme ça, se bloquer, mais d'abord c'est dans l'intérêt de personne, ça leur profite pas, et pendant ce temps-là il y a des forces extérieures aussi qui agissent sur notre pays, mais pas simplement la Russie dans le conflit ukrainien, pas simplement les espions, la cyberattaque et tout ça, mais même vous voyez bien aujourd'hui que Donald Trump, nos alliés, nous trouve ridicules dans nos divisions, et du coup lui qui est un négociateur, qui a un rentre-dedans, on ne se met pas en pack pour parler rugbyman, j'y connais rien au rugby, mais on ne se met pas en pack pour aussi aller négocier les Mercosur, Vous trouvez la France affaiblie, est-ce que vous diriez ? Oui. Vous trouvez la France affaiblie aujourd'hui ? Oui, on a des valeurs, on a un soft power, comme disent les pros, qui existe toujours. On a une culture formidable, on a des écrivains, Kamel Daoud est en tête des livres, quoi. Enfin, on a des beaux écrivains, on a des grands musiciens, on a, même sur le plan politique, beaucoup de pays aspirent à ce que la France retrouve son rang. C'est nous, on se tire une balle dans le pied, quoi. Est-ce que vous désignez Emmanuel Macron comme responsable de cette situation, où, dans le débat public, revient régulièrement le fait de souhaiter sa démission? Est-ce que vous dites que ce sont des propos irresponsables? Ça ajouterait du chaos au chaos, ou ça pourrait être une sortie de
Une sortie de crise. Et bien justement, vous voyez, pour ne pas rentrer dedans, je me refuse à toutes ces petites phrases sur les gens. Je pense oui qu'il a fait des erreurs, mais en même temps, vous voyez, bon, Hidalgo, Madame Hidalgo porte toute seule sur elle toute la transformation de la plus belle capitale du monde. Et donc tout le monde la flingue. Macron, il a fait ses erreurs, mais c'est pas lui la France. Enfin, il représente la France, mais derrière, il y a des milliers de gens qui ont participé de ces décisions. L'accord Mercosur, allez. Il y a bien des Français qui y ont participé quand même, et pas simplement de l'administration, il y a aussi des professionnels. Donc vous voyez, moi ma remise en cause, elle est plus sur le manque de professionnalisme. Oui. Je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense que même quand on est élu, on se doit, pas simplement vis-à-vis de ses militants, mais on est élu de la France, on se doit vis-à-vis des Français à travailler ses dossiers, à pas sortir simplement ces petites phrases, et on se doit à agir, parce qu'aujourd'hui c'est l'action qui est paralysée. Pardon, je donne des leçons, mais au fond, de là où je parle, il y a plein de gens qui bossent, il y a plein de gens qui sont dans l'action et qui gagnent pas des milliers et des cents. Moi, ça va, hein, mais derrière moi, il y a plein de gens qui gagnent des milliers et des cents. Ils aimeraient bien travailler avec fierté pour le pays, quoi. Et on va parler de votre action, justement. On est à quelques jours des fêtes de Noël. Vous êtes considéré, vous, comme vous citiez aussi Alexandre Bompard à Carrefour, les patrons de la grande distribution, comme un peu des baromètres pour mesurer un peu l'état d'esprit des Français. Est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'ils consomment peu? Est-ce qu'ils consomment moins? Arlette Chabot, sur finalement l'atmosphère générale. Oui, est-ce qu'ils vont se faire plaisir, les Français? Parce que c'est morose, comme vous dites, les journées sont courtes, il pleut, il fait froid, c'est pas joyeux et on n'a pas de gouvernement et on ne sait pas où on va. Ils vont dépenser ou bien ils vont continuer à épargner? Est-ce qu'ils vont dépenser chichement et moins que d'habitude, hein? On voit bien qu'ils épargnent beaucoup. Ils se lâchent ou pas? Pour cette fin d'année, on va s'offrir un Noël de consolation. Consolation, pas consommation. Oui, de consolation. La phrase, je crois, est d'Olivia Grégoire, ancienne ministre de la Consommation. Et je crois que les Français se sont déconnectés. Même les plus engagés et les plus militants se sont désengagés de ce vaudeville avant l'été et de cette dramaturgie là maintenant. Et les cercles familiaux, les cercles amicaux se regroupent. Et la consommation, pour parler macroéconomie, pour parler business, pour parler affaires, la consommation ne sera pas si mauvaise que ça à la fin de l'année. Hein. Je pense que les entreprises françaises auront trouvé leur débouché cette année. Pour 2024, c'est plié et c'est pas si mal. Vous dites c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal vu tout ce qu'on a vécu. C'est pas si mal. Et il y aura de la joyeuseté dans les. Je parle ségolinien. Il y aura de la joyeuseté dans les familles. Simplement, ce sera déconnecté du débat public et tout ça. Et dans le fond, que le gouvernement soit nommé demain, après-demain ou début janvier, c'est plus le sujet dans les foyers français, vous voyez. Alors par contre, ce qui est très important de voir, c'est que depuis 2-3 ans, la structure de la consommation, elle a changé, et donc elle n'est pas comparable à celle d'hier, de l'année d'avant et de l'année d'avant. Celle-là, on ne la retrouvera pas, cette consommation-là. C'est une consommation différente et qualitativement différente, vous voyez. Alors, il y a un taux d'épargne très élevé, presque autant élevé que celui des Italiens, qui n'ont pas ce stress politique d'ailleurs en ce moment, mais il y a un taux d'épargne énorme et qui est une épargne de précaution. Alors ce ne sont pas les plus bas revenus qui épargnent, mais quand même dans les classes moyennes, il y a plus de 150 milliards comme ça qui sont placés, sans compter les assurances vie, enfin les trucs qui sont un peu rémunérés. Et ça, c'est un potentiel de consommation et de croissance qui a été différé. Et ça ne tient pas simplement au stress de la vie politique, ça tient aussi au fait qu'on se pose les achats lourds. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut vraiment acheter ou pas. Par exemple, la bagnole, tous les jeunes de ma génération achetaient des bagnoles. Et vous avez peut-être déjà acheté votre voiture, passé votre permis, mais la plupart de mes jeunes collaborateurs dans les centres Leclerc n'ont pas passé leur permis à 25 ans. Et ils envisagent parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de le faire? Non, c'est aussi parce que la consommation change. On ne sait pas s'il faut acheter une voiture électrique, une voiture hybride. On ne sait pas s'il y aura une valeur de revente. Et donc, ils louent. Et l'addition des temps de location ne fait pas la valeur encore d'une voiture. Vous voyez? Donc, le secteur automobile
plonge un peu, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ils ont tous alerté, M. Déméo de Renault, M. Tavares, secteur effectivement. Voilà. Par contre, la location de voitures, chez nous, Leclerc est devenu le premier loueur de voitures en France. Et Système U aussi marche très fort. On est parti des voitures de livraison et aujourd'hui, on loue des voitures à 6 euros. Et ça, c'est la preuve d'un changement de consommation. C'est un changement de consommation. Et donc, voilà, j'aurais plein de possibilités de voir. Pendant le Covid, on a dit à tout le monde, allez respirer l'air pur, il y a un jardin chez votre grand-mère, au lieu de revendre la maison de la grand-mère, on va vous donner des primes, vous allez les isothermiser, je ne sais pas comment on va dire, et donc vous avez intérêt à le faire. Et puis 2 ans après, ça c'était pendant le Covid, et là on dit, on ne construit pas de lotissement, on ne construit plus, c'est des immeubles maintenant, c'est plus des maisons avec jardin, ça mange de la terre agricole et tout. Ah, qu'est-ce que je fais ? Voilà, j'avais un projet, on me dit non. C'est ça le lien avec la classe politique. Il nous manque une sorte de planification des choses essentielles pour qu'on puisse se projeter dedans. Et de réassurance. Juste pour filer la question d'Arlette sur Noël, précisément. On parle de déconsommation des produits plaisir. Je n'y crois pas trop. Vous n'y croyez pas trop ? Non. Le fait est que selon une étude publiée dans le Figaro, réalisée par l'Institut CSA Research pour Cofidis, le budget moyen prévu pour cette fin d'année s'élève à moins de 500 €, moins de 50 € par rapport à l'année 2023. Alors, c'est pas forcément une catastrophe d'un point de vue politique, philosophique, personnel. Pour vous, un peu quand même, vous, distributeurs. Oui. Alors, sur le plan business, ça remet en cause, bien sûr, les stratégies commerciales. Mais en même temps, que les consommateurs consomment mieux, consomment moins, gâchent moins, c'est pas idiot. Et puis après, il y a des générations qui impriment leur existence avec d'autres formes de consommation. Ma génération achetait des grands crus, on est les leaders des foires au vin, ma génération achetait des grands crus, les gardait dans les caves et à l'anniversaire de leurs enfants disait, t'as vu, j'ai une bouteille, la bonne bouteille. Bon. Et c'était des bouteilles qui pouvaient attendre 50, 100 €, etc. Aujourd'hui, mes enfants, les jeunes, ils achètent des vins nouveaux avec des nouveaux cuisiniers qui sont passés par Top Chef, qui ont repris des vignobles. On boit du Pic Saint-Loup, on prend des vins de Bandol, on boit plus de rosé, on boit plus de bière que de vin. Avec modération, je rajoute tout de suite. C'est important de le rappeler à l'heure du déjeuner. C'est fou la culpabilisation qu'on a en nous. Mais ce que je voulais dire, c'est on peut se faire plaisir à moins cher. Et pareil, dans les hypermarchés, vous voyez, tous les commentateurs à la télé sur les gammes premier prix disaient c'était des produits merdiques, on donne de la merde aux pauvres, etc. Aujourd'hui, nos gammes de premier prix, mais c'est vrai chez Leclerc, chez Carrefour, ou, chez Lidl, aujourd'hui, nos gammes premier prix, elles sont Nutri-scorées, il y a moins de sel, il y a moins de sucre. On a compris que même en buvant un très bon vin, on peut acheter des pâtes, on n'est pas obligé de prendre des pâtes qui ont augmenté de 40% depuis le Covid, quoi. Vous voyez, et donc la structure de la consommation, il faut faire attention quand on la compare. Moi, je trouve que la consommation continue à tirer la croissance. Elle est en volume. Il y en a moins, il y a moins de produits dans le caddie, mais en même temps, il y a une recherche de l'achat plaisir, il y a une recherche du bien-être collectif, et par contre, pour 2025, ça va être une autre histoire. C'est ça qui est important. Alors justement, on y vient. Arlette Chabot, l'interview d'Alexandre Bompard, notamment dans Le Parisien, vous y faisiez référence, du président des groupes Carrefour, qui dit « Les prix devraient être stables en 2025 ». Alors, c'est vrai, c'est la fin de l'inflation. Ça va castagner. Vous étiez le champion de la lutte contre l'inflation. Et d'ailleurs, vous dénonciez des hausses des prix à un instant. C'est fini, l'inflation ? Elle est limitée ? On l'a jugulée ? Elle est contenue ? Non. La grosse inflation spéculative, on lui a fait la peau. On lui a fait la peau chez Leclerc, on lui a fait la peau dans une saine concurrence entre Intermarché, Aldi, Lidl, Leroy Merlin, Decathlon. On s'y est tous mis, parce que ça se passe dans nos boîtes, ça se passe dans nos magasins. On ne voulait pas non plus qu'on nous attribue cette inflation. Il y avait un enjeu politique, surtout après. Nous, on a été aussi... Il n'y a pas que le président qui a été traumatisé par les gilets jaunes. Nous aussi, ça nous a interpellés, on a discuté. Puis quelquefois, dans les ronds-points, c'était des gens, des familles de ceux qui travaillaient dans nos magasins. Donc on a mesuré le poids politique de la question du pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, alors peu de députés nous ont suivis dans la lutte contre l'inflation. Vous voyez aujourd'hui le gouverneur de la Banque de France qui dit ça y est, on a gagné 2%. Ouais, mais c'est pas la politique monétaire qui a fait baisser le prix des pâtes et tout ça. Donc c'est nos centrales d'achat, ce sont nos coopératives. On a préservé
les prix agricoles, on a respecté la loi. On va y revenir quand même, parce que c'est pas évident, parce qu'ils ne sont pas convaincus, vos amis. Non. Et je ne sais pas s'ils seront un jour convaincus, mais je vous dis qu'on l'a fait. Après, si on dépasse la ligne jaune, on se fait condamner et tout ça. Mais si vous regardez l'ampleur de la consommation française, on a préservé le bouclier agricole. Il y a une loi qui s'appelle Egalim, qui dit qu'on ne négocie pas les produits agricoles. Mais nous, on n'achète pas beaucoup aux agriculteurs, on achète aux industriels qui ont transformé ces produits. Et là, c'est eux qui ont joué la spéculation. Il y a un rapport récent de la Cour des comptes et un autre qui disent qu'ils ont augmenté leur marge de 45%, leur profit de 45% l'année dernière encore. Donc, je vous dis clairement que normalement, macroéconomiquement, l'inflation, le taux d'inflation sera plat. Par contre, Leclerc va aller chercher des baisses. Nous allons négocier des baisses. Et vous êtes en pleine négociation, là, ça va démarrer. On commence les négos. Tout le monde arrive avec des raisons d'augmenter les prix. Des charges, des taxes, des augmentations de coûts, etc. Enfin, une électricité qui baisse. On ne va pas nous la refaire comme ces 3 dernières années. On part en mode combat, je le dis. Tous les patrons de magasins Leclerc, tous les collaborateurs, on a 160 000 collaborateurs dans le mouvement Leclerc, on veut aller chercher des baisses. Donc, il n'y a pas que Trump qui doit être le négociateur de la vie mondiale. Nous, on a compris que les beaux argumentaires législatifs, c'était quelque chose, mais ce n'est pas la loi qui va fixer les prix. Et en plus, avoir des prix et que ça ne se vende pas, ça ne sert à rien, ça ne fait pas de rémunération pour les agriculteurs. Donc on va aller chercher des baisses. On va aller chercher des baisses chez toutes les multinationales. Et même s'ils ont des hausses de coûts, on va leur dire « étalez-les, soyez politiques ». Parce qu'on a un argument pour nous. Les marques de distributeurs, notre marque EcoPlus, notre marque Repère, elle a augmenté de 30% en 2 ans. Donc vous dites quoi ? Vous pouvez faire sans eux ? Donc on dit, c'est exactement. Et je crois qu'Alexandre Bompard dit la même chose. Et Thierry Cotillard d'Inter. Et donc, si on s'y met tous en parallèle pour faire ça, je pense que, outre la noblesse de notre métier de marchand, de commerçant qu'on revendique, d'épicier en gros, mais en plus, politiquement, je pense qu'on fera œuvre utile. Mais aux téléspectateurs qui nous regardent, juste... Vous dites l'inflation, et vous n'êtes pas le seul à le dire, à faire ce constat, qu'elle va durablement baisser. Non. En tout cas, le taux d'inflation, en effet, il est important d'être précis. Même le gouverneur de la Banque de France le dit. Oui. Sauf que depuis 2-3 ans, les prix dans les rayons se sont envolés. Oui. Très clairement. Beaucoup, 25%. UFC que choisir, je ne sais pas si on va pouvoir voir ce graphique, mais les aliments pour animaux, plus 26% en 2 ans, la crèmerie plus 26,1%, l'épicerie salée 24%, l'épicerie sucrée, le chocolat plus 24%. Vous dites, on ne retrouvera jamais les prix d'avant ? Mais d'abord parce qu'il y a des lois qui nous empêchent de vendre moins cher. Vous allez recevoir Jean-Philippe Tanguy juste après. Absolument. On en a discuté à l'Assemblée nationale, dans des commissions. On nous a fait diminuer les promotions sur les produits d'entretien, sur les couches, sur les protections périodiques, etc. Au point où on est quelquefois 20 à 30% plus cher en France qu'en Allemagne. Et pourquoi on a fait ça ? Tout simplement parce que derrière la vraie revendication des agriculteurs de demander une protection par rapport aux investissements qu'on leur faisait faire, il y a des multinationales qui se sont planquées, des Procter, des Unilever, à travers un lobby qui s'appelle l'ILEC, et qui ont réussi à faire voter, à trouver une majorité parlementaire qui ne sait même pas s'expliquer là-dessus. Et donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de fighter politiquement contre ce type de loi. On a d'autres lois qui... Alors, il y a des lois... Alors là, pour ça, il faut que le gouvernement soit nommé assez vite. Les tickets restaurants, vous savez, beaucoup de gens achètent avec des tickets restaurants. Ça fait partie je ne sais pas, aujourd'hui... Des changements de mode de consommation. Oui. Alors, ce sont des aides, ce sont des plus. On peut discuter de ce que ça coûte à l'État, c'est un sujet. On peut étaler la discussion de ce sujet sans précipitation dans l'année qui vient, en 2025. Mais là, dans l'urgence, normalement, au 1er janvier, je ne sais pas si je peux prendre les tickets restaurants. A priori, je peux les prendre dans une liste de produits
qui est prédéterminée. Là, je ne sais pas vous la réciter par cœur. Mais effectivement, ça ne concerne pas les produits qui se consomment dans le temps long. Ce que la loi avait autorisé. Ce que la loi avait autorisé, en effet. Voilà. Bah, vous voyez, dans le budget des ménages, ça va tanguer aussi. Et puis, vous avez... Donc ça, vous dites quoi au gouvernement ? Dépêchez-vous à agir, à légiférer, à trouver... Je pense que le problème... Alors, Bayrou n'a pas tout à fait tort. Il a tort dans l'expression et dans le moment. L'interdiction de cumul de mandats fait qu'à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas en face de nous professionnels, quand nous sommes auditionnés, nous n'avons pas des gens qui ont dirigé des cantines, nous n'avons pas des gens qui ont passé des appels d'offres. Ça manque. Parce qu'en fait, dans les municipalités, ça fonctionne bien. À Bordeaux, à Rouen, à Grenoble, à Lyon, à Lille, les rapports entre les professionnels et même les rapports entre majoritaires et opposition trouvent des compromis. Vous voyez ? Mais à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le pouvoir d'achat, on le voit de manière macroéconomique et on ne le voit pas assez à travers toutes ces petites taxes qui semblent bien intentionnées. La taxe sur le sucre en soi, c'est vrai que c'est dans la lutte contre l'obésité, ça fait sens. Oui. Mais vous le sortez au moment où vous dites c'est pour boucher les trous du budget, c'est loupé, quoi. Il n'y a pas de pédagogie qui va avec. Donc, moi, c'est pour ça. Je pense qu'il faut des hommes politiques qui s'occupent du quotidien, qui soient plus pédagogues, c'est ce que j'appelle plus professionnels au fond. Je ne conteste pas la nécessité qu'ils regardent les choses en grand et qu'ils dialoguent plus avec nous. Il n'y a pas de lieu serein de discussion entre les professionnels. Le logement, on va vers une crise, quoi. Oui, le logement était aidé et donc ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de sous. Mais alors ? Et donc, tous ces emplois, ça va coûter encore plus cher. Et ça fait partie de tous les chantiers, effectivement, du gouvernement Bayrou qui devraient être nommés dans les prochaines heures. Parce que ce n'est pas que les parlementaires, là. Hein, c'est la décarbonation, l'argent mis sur la transition énergétique, le financement du nucléaire. Tout ça, ce sont des débats de fond et il ne faut pas les sacrifier. La suite de l'industrie automobile, quoi. Ce ne sont pas des débats de fond, ce sont des débats lourds, créateurs ou destructeurs d'emplois, avec des mutations formidables. Il ne faut pas le sacrifier à des querelles de partis. Michel-Édouard Leclerc, parce que le temps file. On évoquait rapidement les attentes du monde agricole. Arlette, sur ce point, votre confrère, Alexandre Bompard, encore une fois, dit que la ferme France n'est pas assez compétitive. Il a raison. Il y a plusieurs agricultures. Je précise juste qu'on manifeste toujours. Il y a des agriculteurs qui, en Gironde, par exemple, continuent à manifester contre, devant des centres Leclerc en disant que vous n'achetez pas au juste prix. Vous parliez tout à l'heure des centrales d'achat à l'étranger. On dit, et les centrales d'achat permettent de contourner, par exemple, la loi Egalim. Nous sommes un petit peu concernés, mais les manifestations qui ont lieu en ce moment, c'est un peu comme à l'Assemblée nationale. C'est Coordination Rurale qui essaie de crier plus fort, et JA et FNSEA et Confédération Paysanne qui n'ont pas envie de perdre des voix aux élections de chambre d'agriculture. Donc le fait de venir dans un lieu public où LCI, ou BFM, ou France Info vont vite venir dès qu'il y a 15 tracteurs, c'est pas mal joué, je leur en veux pas. Par contre, si vous voulez... Nous, aujourd'hui, on est dans l'action, et dans une action longue. Par exemple, M. Rousseau, de la FNSEA, avait plaidé pour que le revenu des agriculteurs, ou la perspective de prix pour les agriculteurs, soit acquise avant que nous allions négocier avec les industriels, et pour que les industriels n'étaient pas transparents. Donc, par exemple, moi-même, je suis allé dans la région de Cholet signer des contrats pour 300 millions de litres de lait, où il y avait les producteurs, il y avait la laiterie de Saint-Denis, il y avait même Andros pour les yaourts, vous voyez. Donc là, voilà, ça c'est du concret, c'est 300 millions de litres, c'est pas un effet de communication, vous voyez, c'est au moins 40% de nombre de litres de lait vendus dans les centres Leclerc. On est allé signer avec Dossi, avec Bonduel, sur des haricots verts, sur des petits pois, avec les producteurs, ça représente près de 1300 producteurs pour l'un, 1700 pour l'autre, ils connaissent leurs revenus, alors c'est jamais idéal, c'est pas forcément le revenu qu'ils voulaient, mais au moins déjà un dialogue, un rapport de confiance, et au contrat, c'est des contrats qui sont renouvelables. Alors moi, mon temps aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que même si je passe sur les plateaux de télé, et si j'essaye de refuser de rentrer dans le jeu des petites phrases et des annonces médias, et de valoriser le travail de fond, parce que c'est au fond ça qu'attendent les agriculteurs. Lactalis avait supprimé 200 millions d'achats de litres de lait, nous sommes allés combler ça, vous voyez. Et donc après, j'accepte les critiques.
il faut s'améliorer. Je suis resté en mode action et projet. Donc, Leclerc veut être pionnier de rapport avec les agriculteurs qui leur soient favorables. Michel-Édouard Leclerc, on arrive quasiment à la fin. Vous dites, vous envoyez quel message aujourd'hui? Ce gouvernement, on le disait, l'information TF1, LCI, pas avant cet après-midi, ou plus tôt. Il y a besoin d'une stabilité, là, aujourd'hui. C'est nécessaire pour vous, le chef d'entreprise que vous êtes, mais aussi pour les Français, les salariés que vous embauchez. Il y a besoin de cela? Oui, on embauche 3000 emplois nets nouveaux par an depuis 10 ans. Donc, vous voyez que on discute, c'est pas forcément... quelquefois, je critique ça aussi dans le patronat, ils parlent du salariat comme un coût. Pour nous, c'est un investissement. Que vous êtes prêt à mieux rémunérer aussi. Alors, c'est pareil, on n'a pas le temps. Vous disiez tout à l'heure, il faut que le travail paye. Il faut remettre en place l'ascenseur social. Juste, c'est pas le lieu, on n'aura pas d'écoute, mais franchement, aujourd'hui, mettre tout le financement de la sécurité sociale, des retraites et tout, sur les seules entreprises qui créent des emplois et qui en plus sont concurrencés par la robotique ou le digital, c'est une connerie. Donc, juste vite, la grande réforme de fond, c'est de transférer les charges qui pèsent sur les salariés et sur les entreprises pour les faire porter sur le digital, sur la robotique, voire sur les produits importés de pays à bas main-d'œuvre. Et du coup, sans augmentation de fiscalité, la masse qui serait taxée permettrait de rapprocher le salaire net du salaire brut. Déjà, c'est presque 30% je ne sais pas le chiffre, mais ça permettrait, en tout cas, déjà, sans coût supplémentaire pour les entreprises, d'avoir des salaires nets qui augmentent. Et on sortirait de la trappe à bas salaire. J'ai pas le temps de déployer... Mais le temps passe trop vite. Et on retient cette idée. Il y a Bercy, hein, c'est sûr. Oui, c'est ça. On se demande pourquoi vous avez refusé d'entrer au gouvernement. Il n'y a personne, je vous fais signe et on y va. Michel-Édouard Leclerc, merci. Vous aussi, hein. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Restez avec nous sur LCI. Dans quelques minutes, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National de la Somme, qui sera sur notre plateau. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche avec notre nouvel invité Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour mesdames. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Député du Rassemblement National de la Somme, membre du bureau national du RN. Arlette Chabot, toujours à mes côtés pour vous interroger avec cette information sur laquelle on reviendra longuement. Quel gouvernement, François Bayrou? Information du service politique TF1 LCI. L'annonce n'interviendra pas avant cet après-midi. Au plus tôt, aura-t-on un gouvernement pour Noël? On verra ça avec vous. Est-ce que vous en pensez? Des premiers noms, des premières rumeurs? Mais d'abord, avec vous, on aimerait vous interroger sur cette attaque qui a eu lieu hier en Allemagne, à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, qui a fait au moins 5 morts et plus de 200 blessés vendredi soir. Arlette. Oui, alors très vite, après l'annonce effectivement de cette attaque, vous avez réagi au RN. Il y a eu 2 réactions. Jordan Bardella et puis Marine Le Pen dénonçant un attentat islamiste. Il se trouve que vous auriez peut-être dû attendre un peu plus, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué et que l'auteur de cet acte insupportable est plutôt quelqu'un d'origine certes saoudienne, mais qui n'aime pas du tout les islamistes. Donc là, vous avez fait totalement fausse route. Parfois, il faut savoir attendre, non ? Le mode opératoire terrible de cet attentat indiquait malheureusement de tristes souvenirs que nous avons connus en France, et d'ailleurs que les Allemands avaient aussi connus à Berlin. Il y a 8 ans, en effet. Voilà, moi on verra ce que dit l'enquête. Mais parfois dans la prudence, il faut même avoir encore plus de prudence, parce que vous savez, je me souviens de l'attentat d'Annecy, où il avait été dit au début que l'attaquant était un chrétien d'Orient, puis en fait c'était une fausse identité, et il avait pris ce statut pour pouvoir pénétrer justement en Suède, et puis ensuite errer de la Suisse vers la France. Et là on voit islam radical qui vise effectivement... J'entends Madame Chabot, de toute façon les Français ont vu, évidemment, mais bon, moi je veux bien qu'on pense que le problème ce soit le tweet de Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Le problème de cette attaque, cette espèce de violence, ce mode opératoire, vient de toute façon des pratiques islamistes. Lui-même, peut-être, est un opposant au régime saoudien, nous le verrons. Mais l'enquête n'a absolument pas conclu à cela, du tout. Mais bien sûr, l'enquête n'a rien conclu du tout, vous avez raison. Elle n'a rien conclu mais le mode opératoire... Mais est-ce qu'à des personnalités, en l'occurrence Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui aujourd'hui aspirent à gouverner, ce manque de prudence, cette réaction extrêmement hâtive, est à la hauteur du moment et de ce qui s'est passé vendredi soir? Mais ce qui
s'impose, c'était la solidarité envers les victimes, évidemment, et le mode opératoire et l'histoire, malheureusement, de la violence terroriste dans notre continent européen est, d'une manière écrasante, d'origine islamiste. Bon, le problème, si vous voulez, c'est pas le tweet des uns et des autres, c'est cette violence épouvantable qui surgit de manière bien trop régulière dans nos démocraties européennes, qui frappe des innocents. Et le mode opératoire, de toute façon, vient de cette mouvance, même si la personne peut être différente. Vous savez, combien de fois aussi les plus hautes autorités parfois nous ont parlé de gens qui étaient déséquilibrés, de psychotiques. Ça n'empêche pas, peut être psychotique, que l'étincelle ou l'inspiration de leur maladie. Un manque de prudence de la part de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Moi, j'essaie de pas réécrire. Moi, j'essaie toujours, si vous voulez, de prendre les choses avec un peu d'honnêteté intellectuelle. Sur le moment, nous en avons discuté ensemble. On était tous frappés par cette violence. Tout le monde a pensé, vu le mode opératoire, à un attentat islamiste. Nous verrons. Mais ce qui compte, c'est évidemment la violence qu'ont subie ces personnes, les morts, les proches qui souffrent, alors que nous sommes dans une période de Noël. Et la prochaine fois, vous attendrez un peu plus longtemps avant de réagir. Je ne sais pas, mais en matière de terrorisme, franchement, il faut être prudent. Non, mais il faut évidemment toujours être prudent, mais le problème, c'est le terrorisme. C'est pas les tweets des uns et des autres, c'est cette violence, c'est cette fanatisme. Et si vous voulez aller par là, moi j'ai lu aussi un certain nombre d'interprétations de gens bien renseignés, bien documentés. S'il a agi en contre-modèle de l'islamisme, l'inspiration de la source opératoire, de toute façon, provient de cette mouvance. Donc le problème fondamental, c'est évidemment de lutter contre l'islamisme le plus violent, mais aussi quand il se cache sous forme de taquia, de dissimulation dans nos sociétés, prêt à surgir à n'importe quel moment. Juste, oui, que l'enquête se fasse par les enquêteurs et la police et pas par les politiques, c'est peut-être bien sûr. Bien sûr, mais alors début, si vous voulez aller par là, il y a beaucoup de phénomènes dont est victime le Rassemblement national, où nos opposants s'inventent à la fois des rôles de dénonciateurs, d'enquêteurs, de juges et même parfois de juges en appel. Donc je ne suis pas sûr que le Rassemblement national soit le problème dans le débat politique aujourd'hui sur la désinformation et les attaques gratuites. Jean-Philippe Tanguy, je le disais, on attend l'annonce d'un gouvernement. Emmanuel Macron est rentré en métropole cette nuit, très tard dans la nuit. Avant un passage à Mayotte, avant de venir à la composition de ce gouvernement, le chef de l'État qui est allé à la rencontre des sinistrés à Mayotte après le passage terrible du cyclone Chido, il a été interpellé. Et il a eu cette phrase, très en colère, en disant « Vous êtes content d'être en France parce que si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit dans l'océan Indien où on aide autant de gens, a-t-il déclamé, à des gens très en colère. Et il s'est expliqué de cette phrase parce qu'il a été très critiqué sur le sujet, notamment à nos confrères de la chaîne Mayotte Première, en expliquant qu'il avait face à lui des gens du RN, de votre parti face à moi, qui insultaient la France. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité, dit encore le chef de l'État, Arlette Chabot. Alors, il a raison, non? Vous pensez la même chose? Ils ont de la chance d'être français. Non, ils ont de la chance d'être français. Moi, nous aussi, vous aussi, nous sommes tous fiers d'être français, mais le fait d'être fier de sa nationalité, de sa culture, de la communauté de destin que nous formons ensemble, n'est pas une raison pour se laisser insulter par le président de la République qui est garant de la communauté nationale. Il y a deux éléments. Est-ce que oui ou non, quel est le sens? Non, mais Madame Chabot, s'il n'était pas français, mais s'il habitait moi je suis désolé. les Comores, il ne serait pas dans cette situation comme ça. On y reviendra. Je reviendrai à ce sujet-là. Mais restons sur cette espèce de discours du président de la République. Est-ce que quand vous subissez un cyclone, une catastrophe naturelle de cette ampleur, on peine à imaginer, peut-être malheureusement on ne le souhaite pas, et on prie ensemble pour qu'il n'y ait pas des centaines, voire des milliers de morts. Mais à 35 découvriront. Voilà, aujourd'hui, le bilan est sans doute malheureusement encore très temporaire, puisque la Croix-Rouge, par exemple, a indiqué qu'eux-mêmes, il leur manquait 200 personnes, 200 bénévoles sur le terrain, donc on peut craindre le pire, même si évidemment, si les morts sont moins importants que ce que l'on peut craindre, ce sera à prendre en compte. Mais on n'est pas là, quand on a subi cette victime, pour faire un débat politique
avec le président de la République. Les Mahorais qui étaient sur cette place, qui étaient venus à la rencontre du président de la République, ils attendaient du réconfort, ils attendaient de la solidarité, ils n'étaient pas là pour avoir un combat de coq avec le président de la République. Certains appelaient beaucoup à cette démission, hein. C'était dans une espèce de cacophonie. Mais ça, madame, c'est la vie. Oui. Quand vous avez des difficultés, moi par exemple, à une échelle qui n'est absolument pas comparable, mais la détresse humaine dans ces moments-là, même si elle est à une échelle différente, peut-être la même quand vous avez tout perdu. Il y avait une mini-tornade une fois à Conty et à Haute-Selle dans ma circonscription. Il y avait quelques personnes qui avaient tout perdu. Ces personnes-là, j'étais là pour les écouter, j'étais là pour les entendre. J'étais pas là pour leur dire ma vérité ou quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Parfois, il faut savoir s'effacer. Il faut savoir s'abandonner et s'appartenir dans sa fonction. Monsieur Macron, systématiquement, depuis maintenant 7 ans, est toujours dans une espèce de show permanent, veut toujours démontrer quelque chose, prouver une forme de supériorité humaine, morale ou politique qui ne convainc que lui. Et c'est ce qui choque beaucoup les gens, c'est ce qui a choqué, je pense, les Mahorais. Et quand il est pris sur le fait accompli, c'est exactement ce qui s'était passé, par exemple, au Salon de l'Agriculture. Vous avez des gens qui contestent son bilan, qui contestent son action, et il invente des militants du Rassemblement national qui sont en fait simplement des Français qui contestent son action. Vous ne dites pas, comme une ancienne candidate à la présidentielle, qu'il y a des colères saines. Bien sûr qu'il y a des colères saines. C'est ce que disait Madame Royal. Elle avait bien raison sur ce sujet-là. Bien sûr qu'il y a des colères saines. La colère est une réaction qui, si elle ne s'accompagne pas de violence, évidemment... Vous en êtes coutumier dans l'hémicycle, hein. Oui, mais si vous voulez, la palette des sentiments humains, elle est noble et elle est digne en soi. Quand vous avez subi ce que les Mahorais ont subi avec cette catastrophe, mais ce qu'ils subissent, et j'en reviens à votre question, depuis des années, évidemment qu'on a le droit d'être en colère. Les Comores, si autant de Comoriens submergent le territoire de Mayotte, c'est parce que Mayotte est la France. La France, avec un certain nombre de droits sociaux, de la République est présente avec ses services publics, avec l'école, ces personnes viennent pour espérer une vie meilleure et rendent un enfer l'île de Mayotte, qui pourrait être un paradis, et les Mahorais qui sont français sont maltraités par rapport à n'importe qui de l'Hexagone. Mais vous considérez que les conséquences de ce cyclone dévastateur n'a pas de lien direct avec l'immigration? Les conséquences, si, pas la cause évidemment, c'est un phénomène naturel, mais le fait que depuis des années, depuis plus de 20 ans, les services publics français soient débordés pour gérer cette submersion migratoire et que l'argent des Français pour Mayotte et des Mahorais pour Mayotte n'aille pas aux canalisations d'eau, à la protection contre les périls naturels, parce que les cyclones, les typhons, malheureusement, c'est un phénomène que connaissent bien sous ces climats. L'argent, il ne pousse pas sur les arbres. Donc quand on dépense des milliards pour s'occuper de clandestins qui n'ont pas à être là, plutôt que s'occuper des Mahorais, oui, ça peut avoir des conséquences après pour se protéger contre les phénomènes naturels. Mais d'une manière générale, ce que les Mahorais ressentent et ce que nos compatriotes des Outre-mer ressentent, et c'est vrai, c'est que les dirigeants hexagonaux français, depuis des années, ne sont pas dans leur cœur. Et que, par exemple, la situation de l'eau potable, que ce soit à Mayotte ou dans les Antilles françaises, n'est pas à la hauteur. Et quand on voit qu'on a dépensé plusieurs milliards d'euros pour, rendre l'eau de la Seine propre à une compétition sportive, alors qu'on n'est pas capable d'assurer l'eau potable dans des départements français, et même pour les territoires d'outre-mer qui ne sont pas des départements, dans des territoires français, c'est une honte. Et moi j'ai honte de ces arbitrages politiques qui ne font pas honneur à l'idée de la République. Et il faut bien reconnaître, et d'ailleurs le vote où vous êtes arrivé des habitants le montre, largement en tête avec Marine Le Pen à la dernière présidentielle, que nos habitants, nos compatriotes d'outre-mer estiment que Marine Le Pen était bien plus apte à honorer les promesses de la République sur ce territoire. Malheureusement, ça se paie trop souvent en morts et en blessés, et en personnes aussi qui n'ont pas le destin qu'ils méritent. Jean-Philippe Tanguy, je le disais en introduction de cette émission, un gouvernement au plus tôt cet après-midi, ce que fait savoir des sources à Matignon, au service politique de TF1 LCI. On aimerait revenir forcément sur cette nomination à venir, ce que vous en pensez. D'abord, vous interrogez avec Carlotte sur la méthode François Bayrou. Oui, la méthode François Bayrou. Marine Le Pen a été reçue la première avec Jordan Bardella par le Premier ministre à Matignon, début des consultations, premier groupe parlementaire. Deuxième rencontre avec tous les chefs de parti. Là, le RN est exclu parce que vous n'avez pas vocation à participer au gouvernement. Mais dit le Premier ministre, finalement, pourra trouver des moyens de travailler avec le Rassemblement national, comme avec la France insoumise. Vous vous sentez quoi? Exclu, discriminé à nouveau? Vous trouvez que cette méthode est la bonne?
ou vous ne comprenez pas évidemment ce que veut vraiment le Premier ministre? Mais objectivement, Mme Chabot, je pense qu'il n'y a rien à comprendre. C'est illisible. Moi, j'étais en circonscription ces jours derniers. Personne ne comprend rien à ce que fait M. Bayrou. On est reçu en premier pour une raison factuelle. Nous sommes la première force politique de France. Après, on nous explique qu'on peut recevoir le Parti communiste français et pas le Rassemblement national, comme si le Parti communiste français avait une légitimité à gouverner la France suite aux élections législatives où les Verts, les écologistes de Mme Tondelier et autres. Bon, ça n'a aucun sens. Voilà. En fait, on voit bien que M. Bayrou, qui pourtant aspire au pouvoir depuis des décennies, ne semble pas prêt, ou en tout cas de ne pas avoir une idée vraiment fiable de ce qu'il veut proposer à la France. Moins bon que Michel Barnier, par exemple. Allez. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Sincèrement, moi, je ne vois pas beaucoup de différence. Bon, j'avais été très dubitatif sur les capacités de Michel Barnier à répondre aux enjeux du moment, sous une forme excessive. À l'époque, je m'étais excusé, mais sur le fond, mes craintes étaient justifiées. Moi, je vois à peu près la même chose. La façon dont M. Bayrou a répondu aux députés aux questions au gouvernement mardi était très fuyante, très imprécise, très laborieuse. Et par rapport aux défis urgents, vraiment aux difficultés, aux décisions très importantes qu'il faut prendre pour redresser les comptes, pour relancer les salaires, pour assurer la sécurité, pour évidemment répondre à la crise de Mayotte, ça ne paraît pas à la hauteur. Donc on se perd et on perd beaucoup de temps et notre pays perd un temps précieux dans une espèce de casting politique qui n'intéresse pas grand monde. Justement, ça n'intéresse pas grand monde, mais pardonnez-moi. Oui. Je vous jure, ça n'intéresse pas grand monde. Ça vous intéresse. Il y a des noms sur lesquels vous avez mis quelques lignes rouges, sur lesquels vous avez évolué aussi. On aimerait, avec Arlette, vous interroger. Bruno Retailleau, il semblerait que ce soit acté, il reste au ministère de l'Intérieur. C'est une bonne nouvelle ? C'est mieux qu'un ministre de l'Intérieur de gauche. Mais enfin, j'ai lisé son interview aujourd'hui chez vos confrères du JDD. C'était très long, c'était très vide. Donc, M. Retailleau, à un moment d'ailleurs, il dit « Je ne suis pas à vendre ». Oui, il a déjà été acheté. Donc, il ne peut rien à vendre. Bruno Retailleau acheté ? Oui, il a cédé toutes ses... Écoutez, je peux vous reprendre. Ça a été fait d'ailleurs. Des montages de ces dizaines de déclarations disant que jamais il ne serait lié à des macronistes, que jamais il serait sous l'autorité d'Emmanuel Macron, que jamais il ne travaillerait avec des gens qui avaient mis sur la situation migratoire et sécuritaire notre pays dans de très grandes difficultés. Il a fini par rentrer dans un gouvernement où le ministre de la Justice était M. Migaud, ancien socialiste, et où il avait beaucoup de collègues macronistes, seulement qu'on puisse dire. Voilà. Aux élections, M. Retailleau n'a jamais appelé à voter pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, et n'a même jamais, par exemple, appelé pour un candidat souverainiste, autre que Marine Le Pen, par exemple. Au premier tour, il a soutenu la dernière fois Valérie Pécresse, qui était une macroniste avec le logo LR. D'autres... Et ce qu'il propose dans cette interview, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il dit quand même toujours une loi immigration, qu'il la souhaite, qu'il la veut. Non, alors il a déjà changé d'avis, notamment dans cette interview. Il dit « Moi, je veux bien rester, même si je n'ai pas de loi, du moment qu'on prend quelques mesures. » Il dit qu'il n'est pas fétichiste de la loi immigration. De la loi. Parce mais il a tort. Et vous savez pourquoi ? Parce que pourquoi la dernière fois la loi immigration, et notamment des dispositions pour limiter l'accès aux aides sociales des immigrés qu'il soutenait, a été censurée par le Conseil constitutionnel, c'est que maintenant, avec l'interprétation du Conseil constitutionnel de la notion de cavalier législatif, s'il n'y a pas une loi justement à part entière, on ne peut pas prendre de mesures fortes. Donc voilà, derrière des mots qui changent, une phrase qui est arrangée d'une manière un peu différente, quelques nuances, derrière c'est l'abandon de toute ambition de vraiment réformer l'immigration pour M. Retailleau. Sans loi, on ne peut pas, par exemple, revenir sur les aides sociales aux immigrés, ou on ne peut pas prendre de grandes dispositions. Par exemple, il veut revenir sur le décret, sur le délit de séjour irrégulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis François Hollande, quand vous avez des clandestins, des immigrés illégaux en France, c'est pas un délit d'enfreindre la loi et d'être présent sur le territoire de manière illégale. Il voulait le rétablir. On ne peut pas le rétablir sans une grande loi sur l'immigration. Donc c'est encore un mensonge. D'ailleurs, il annonce, et j'en finirai là, qu'il va changer le décret de M. Valls sur la régularisation des clandestins. Or, M. Retailleau, historiquement, avait dit qu'il ne voulait aucune régularisation. Donc encore, à petits pas... Aucune indulgence pour lui. Non, parce que M. Retailleau c'est toujours prévalu de positions très fortes. Donc évidemment, j'ai un niveau d'exigence, je le reconnais, peut-être plus dur avec lui qu'avec d'autres, parce qu'il avait promis un changement, il avait promis des mesures très fortes, et à petits pas, sous son air de ne pas y toucher, en fait, il renonce à tout et il devient exactement comme M. Valls, finalement, c'est-à-dire très dur dans les paroles, dans les prises de position, assez martial, parfois même des provocations qui seraient à la droite du Rassemblement national, que je trouve excessives. Laure Lavalette dit que c'est votre porte-parole, porte-parole du RN. Oui, parce qu'il
il banalise un certain nombre de choses que l'on dit depuis longtemps sous les colibés et sous les cris d'orfraie qui en fait n'avaient rien de scandaleux, mais lui-même parfois est à notre droite pour compenser le fait que dans son comportement il se gauchise. Sur le casting, et vous avez lu la presse visiblement comme nous ce matin, des noms circulent. Xavier Bertrand par exemple, c'était une ligne rouge, une censure immédiate de votre parti s'il était nommé à Matignon. S'il est dans le gouvernement, ça change quoi ? Ça change qu'il ne dirige pas le gouvernement quand même, Madame Chantrey. Donc, bon, si vous voulez, nous, Monsieur Bertrand, il y avait du personnel. Parce que c'est vrai que Monsieur Bertrand a un comportement depuis des années dans les Hauts-de-France très dur, avec des intimidations physiques, où il dit qu'il va casser la mâchoire du RN, où il refuse toutes nos propositions, même quand elles sont de bon sens. Je pourrais vous citer le nombre hallucinant de sujets. Vous êtes des opposants politiques, ça oui, mais il y a un comportement. Voilà. Monsieur Bertrand, il est toujours très agressif, excessivement agressif, et surtout on ne peut pas travailler avec. Donc à Matignon, voilà, mais parce qu'on ne pouvait pas travailler avec comme chef du gouvernement. C'était pas. Les ministres, c'est acceptable. Il est sous l'autorité de Monsieur Bayrou. Donc comme Monsieur Armand, ministre de l'économie, s'était fait rappeler à l'ordre, puis finalement m'avait reçu avec Mathias Renaud, député de la Somme et comme moi, sur les questions économiques et budgétaires, Monsieur Armand avait plié devant la volonté de Monsieur Bayrou pour être plus républicain et démocrate. Monsieur Bertrand, s'il est sous l'autorité de Monsieur Bayrou, il acceptera de travailler avec nous. François Bayrou, qui c'était un gouvernement, Arlette, de poids lourd, avec d'autres noms qui reviennent ça et là encore chez nos confrères, notamment de la Tribune ce dimanche. Oui, c'est le retour d'Elisabeth Borne au gouvernement. Oui, vous n'êtes pas emballé non plus. Ah non, là, c'est moins compliqué de dire. C'est ça. Arrivée de François Rebsamen pour donner une petite tonalité de gauche. Moi, plus je vous écoute, plus je me dis, ça sent la censure très rapide, non ? Parce que... Si Bruno Retailleau n'a plus certaines qualités à vos yeux, Xavier Bertrand, vous vous en moquiez totalement, vous critiquez la méthode de François Bayrou, vous faites la moue quand Elisabeth Borne, son nom est évoqué pour revenir, on se dit, pour vous, ce gouvernement est condamné avant même d'avoir été formé ? Mais Madame Borne, sa personne, il y aurait beaucoup de choses à dire sur son irrespect de la démocratie, mais... Ça veut dire qu'une fois de plus, M. Bayrou ne rompt pas en fait avec le macronisme. D'ailleurs, Michel Barnier, je l'avais dit à l'époque, je crois d'ailleurs sur votre plateau, s'était mis sur ce qu'on avait appelé le chemin de censure, quand, sur TF1 d'ailleurs, il avait dit « je suis dans la continuité du macronisme ». Or, à partir du moment où M. Barnier ne s'est pas présenté comme une rupture, ou en tout cas un changement fort avec le macronisme, qui avait été sanctionné au niveau européen très fort aux élections européennes et aux législatives, il refuse le sens des élections, le sens profond. Parce que les élections, c'est pas juste changer des têtes. Bien sûr, ça peut être important. Changer des têtes, changer des personnalités, changer des parcours politiques. Mais c'est surtout changer de ligne politique, des mesures qu'on prend. Or, s'ils s'inscrivent en nommant Madame Borne, forcément, il s'inscrit encore plus qu'il ne l'est déjà dans le macronisme. Donc c'est ça le problème. Et c'est ça le problème, et c'est ça le sens des déclarations de Marine Le Pen, qui le dit, je me prépare à une présidentielle anticipée. Encore une fois, relancer dans le débat public l'hypothèse d'une démission du président de la République. Un Jean-Luc Mélenchon qui ne vous répond pas directement, mais qui le dit, ça se finira entre le RN et nous, parlant de la France insoumise. C'est ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Une présidentielle anticipée ? C'est-à-dire, le fait qu'on le souhaite, paradoxalement, peut gêner sa réalisation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il ne faut pas que la démission d'Emmanuel Macron soit une vengeance des partis politiques, comme le présente par exemple M. Mélenchon, qui essaie de faire oublier qu'il a tellement soutenu M. Macron qu'il est dans l'excès. Et vous le présentez différemment ? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le sens en fait de la Ve République. La Ve République est très claire. Quand il y a une crise politique, quand il y a un blocage, le général de Gaulle avait prévu 3 solutions. Le référendum, M. Macron en parle beaucoup depuis 7 ans, il se refuse toujours à l'employer. La dissolution, il l'a utilisée et il a perdu. Il reste la démission. C'est exactement ce qu'avait fait et ce qu'avait choisi le général de Gaulle, à la fois en théorie et en pratique, puisqu'il est parti quand il a été désavoué par les Français. Si, et je reviens avec la rupture avec le macronisme, si les différents premiers ministres que choisit Emmanuel Macron sont incapables de mettre en place une politique qui satisfait les Français et qui tienne compte des élections, la logique est que M. Macron devient le problème et jamais la solution. C'est ça la nuance. Et M. Mélenchon, en voulant le destituer de manière illégale, parce qu'en fait la loi n'est pas faite pour ça, la Constitution n'est pas faite pour ça, donne du crédit en fait à M. Macron, et nous on ne veut pas avoir cette position. Vous êtes d'accord avec la formule, ça se finira entre eux et nous ?
Oui, c'est vrai. C'est vous. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais en fait, c'est ancien. Voilà, c'est vrai. Moi, c'est une analyse que je partage depuis longtemps avec plusieurs forces souverainistes. Par exemple, M. Guénaud avait fait cette prophétie, si je puis dire, en 2012. Vous êtes d'accord entre eux et vous ? Oui, tout simplement parce qu'en fait, nous sommes les deux seules forces politiques à proposer quelque chose de vrai aux Français. Voilà, un vrai programme fondé sur une vraie analyse du monde. Monsieur Mélenchon, évidemment, je combats tout ce qu'il propose, mais il propose quelque chose. Voilà. Quand je confronte les députés insoumis à l'Assemblée nationale, je m'oppose à une ligne politique, à des mesures qui ont une cohérence, même si je les combats. Nous-mêmes, nous avons une vision nationale, souverainiste, démocratique, républicaine de la France, contrôle des frontières, exercice de la souveraineté populaire. Et ça, on l'a bien compris, mais Jean-Luc Mélenchon, il prédit que le gouvernement de François Bayrou ne passera pas l'hiver. Il dit que finalement, discours de politique générale le 14 janvier, 2 jours plus tard, ce gouvernement tombera. Est-ce que vous vous associerez au vote de cette motion de censure, comme vous avez fait tomber le gouvernement de Michel Barnier? Nous, on juge sur des faits. Oui. M. Bayrou nous a reçus, il a été à l'écoute. Marine Le Pen et Jordan Bardella nous ont raconté à tous les porte-paroles, évidemment, ce qui s'était passé, sans trahir de secret, pour avoir la compréhension de ce rendez-vous. Il a duré longtemps. On a eu le sentiment d'être écoutés. Bon, après, les faits de la semaine inverse ont montré que ça allait dans tous les sens. Surveillance, voilà. Bienveillante. C'est sur les faits. Voilà, Monsieur Mélenchon, il veut censurer quoi qu'il arrive, et je pense que même si Monsieur Bayrou avait dit on revoit la retraite, Monsieur Mélenchon aurait quand même censuré. Voilà, si vous voulez le fond de ma pensée. Nous, on veut voir ce que Monsieur Bayrou veut proposer. Il a choisi le 14 janvier. Bon. Moi, je trouve que c'est loin. Je regrette, et je tiens à le dire, que les députés soient encore mis en congé forcé pendant un mois, parce qu'on avait déjà été mis en vacances quand même 2 mois forcés cet été, et je peux vous dire que sur le terrain, les Françaises et les Français, ils sont très en colère de voir que les députés qu'ils ont élus ne siègent pas et ne travaillent pas, alors que nous on veut travailler et on a demandé à travailler. Ça pourrait changer, vous pensez ? Mais non, il a fait. Mais non, mais ils l'ont fait, voilà. Ils nous mettent devant le fait accompli. Je suis désolé. Vous pouvez fêter Noël, pour les agents de l'Assemblée aussi, ils ont le droit aussi, mais on aurait très bien pu travailler le 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre, par exemple, pour voter, j'ai entendu Michel-Édouard Leclerc en parler, la prolongation des tickets restaurants, qui a déjà été votée à l'Assemblée, mais on a mis 4 heures à le voter. Donc il y a quand même des choses importantes pour les Français qui sont sabotées. Voilà. Et qui sont mises à l'arrêt, en effet. Oui, et c'est scandaleux, et c'est inacceptable. Effectivement, vacances de Noël. Très belle fête à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation.